Le Premier ministre chinois fait son marché chez Airbus à Toulouse. Un protocole d'accord devrait permettre l'installation d'une chaîne d'assemblage en Chine en échange d'une commande juteuse d'appareils. La fin du sommet France-Afrique, Jacques Chirac, rattrapé par la crise des banlieues, recadre le débat sur les événements de novembre, rejetant au passage tout lien entre la polygamie et les violences dans les cités. L'ouverture demain du procès de cet islamiste français, Lionel Dumont, parti combattre au nom de l'islam en Bosnie. Il compare également pour une tentative d'attentat à la voiture piégée à Lille. Il aurait fait partie du gang de Roubaix. La chasse aux cadeaux est ouverte et pendant ces périodes de fête, on peut s'en donner à cœur joie même le dimanche, puisqu'un certain nombre de magasins ont le droit d'ouvrir leurs portes tout au long des week-ends avant Noël. Et puis du cinéma avec La vie est à nous, une histoire de femme dans un petit village de Savoie avec Josiane Balasco, Sylvie Testu et Eric Cantona, un film intimiste signé par le réalisateur de Taxi. Madame, Monsieur, bonsoir. Un coup de chapeau à la solidarité pour ouvrir ce journal. Les Français ont répondu présent, un nouveau record pour le Téléthon, près de 100 millions d'euros de promesses de dons pour faire progresser la recherche sur les maladies génétiques, sur les maladies orphelines, améliorer aussi la vie de ces enfants et de ces adolescents qui évoluent et grandissent avec le Téléthon. Leur regard et leurs témoignages ont touché au cœur, à commencer par Yannick Noah, qui était le parrain de cette 19e édition. Estelle Collin, Jacques Gérard. Ils s'appellent Antoine, Jeanne, Morgane, Paul, Louise ou encore Emma. Tous bien trop jeunes pour être confrontés à la maladie. Tous venus se battre comme Julien aux côtés des adultes pour changer leur destin. Oui, s'il y avait des choses difficiles dans cette soirée, c'était d'arriver tout à l'heure à côté de Julien. Excusez-moi. Voilà, et une fois encore, ils ont soulevé des montagnes. 99 millions 44 125. Presque 100 millions d'euros de promesses de dons, 32 heures de direct et des témoignages qui bouleversent. La maladie de Crigler-Najjar est une maladie extrêmement rare, une maladie orpheline. Les enfants qui en sont atteints sont en danger de mort. Ils subissent le regard des autres, leurs moqueries. On leur dit qu'ils sont laids, qu'ils sont des extraterrestres. Un marathon caritatif, mais surtout une vaste mobilisation populaire. 90 000 bénévoles, 22 000 manifestations dans toute la France, 1,5 million de téléspectateurs, des stars et des paroles d'enfants. On a évolué ensemble, on a eu une aventure spéciale. C'est magnifique. Pour ces enfants, la recherche médicale, c'est une promesse d'avenir. Jusqu'au 9 décembre, les dons sont encore possibles. Téléphonez au 36 37 pour tous les enfants qui sont malades. Merci. Depuis 1987, date de la première édition du Téléthon, c'est 1 milliard d'euros qui ont été collectés, rien qu'avec le cœur. Dans l'actualité de ce dimanche, Airbus avait déroulé le tapis rouge pour accueillir à Toulouse le Premier ministre chinois venu passer commande. On saura précisément demain le nombre d'appareils que la Chine achètera. En contrepartie, un accord de coopération a été signé, la Chine devenant alors peut-être le premier pays hors d'Europe à installer une chaîne d'assemblage d'Airbus, une concession dont on ne connaît pas tous les détails, mais d'ores et déjà, on évoque ce soir un partenariat donnant-donnant avec en perspective un marché gigantesque. Yvan Martinet, David Bress. Cette visite peut rapporter gros. Quand Wen Jiabao franchit la porte d'Airbus, il n'est plus un Premier ministre, mais un client avant tout. Redoutable businessman, Wen Jiabao a annoncé la couleur. Si Airbus veut vendre aux Chinois, la firme européenne devra partager son savoir-faire. L'année prochaine, Airbus aura plus de 200 ingénieurs chinois à Pékin. Ils dessineront certaines parties de l'avion et les fabriqueront, explique le président du groupe. Jusqu'alors, la Chine produisait les portes de certains Airbus, une participation anecdotique. Mais cet après-midi, l'avionneur s'est engagé à développer cette collaboration. Dès 2007, Airbus devrait acheter plus de fournitures, plus de pièces détachées aux Chinois. Cerise sur le gâteau, l'installation d'une chaîne d'assemblage là-bas. Ce transfert de compétences n'est pas dangereux pour notre savoir-faire? Non, parce que les composants en soi, on n'arrive pas à faire un avion avec juste une partie des composants.
Et il est très important pour nous, Airbus, société mondiale, de travailler de plus en plus étroitement avec ce marché qui est en train de s'ouvrir et de définir des coopérations dans lesquelles chacun des deux partenaires sera gagnant. L'A380, le fleuron de la maison Airbus. Pour l'heure, la Chine n'en a acheté que 5 exemplaires. Grâce à la signature de cet accord, le Premier ministre chinois devrait annoncer demain d'importantes commandes pour Airbus. À Bamako, à la fin du sommet France-Afrique, Jacques Chirac s'est posé en avocat inlassable du continent africain, même si l'influence de la France n'occupe plus la même place. Un sommet qui s'adressait essentiellement à la jeunesse, où il fut aussi question de la crise dans les banlieues françaises. Reportage de nos envoyés spéciaux Thierry Tuillier et Francis Forget. Elle a incarné le temps d'un week-end le visage de la jeunesse africaine. Marie Tamoifo Nkome, 31 ans, est née à Poitiers, est diplômée de droit et est sans emploi fixe au Cameroun où elle vit. Si les politiques ne s'occupent pas de la jeunesse, le vent du changement, en contexte démocratique, conduira la jeunesse à s'occuper des politiques. Un avertissement aux chefs d'État qui ont promis d'y répondre. Mais pour combattre l'extrême pauvreté, l'impatience de ces jeunes de ce quartier de Bozola à Bamako, il faudra plus que des mots. La situation est telle que lorsque nous leur demandons s'ils veulent partir, voici leur réponse. Mais pourquoi pas rester ici? Parce qu'il n'y a pas de travail ici. Et tous ces gens-là sont prêts à partir? Ouais. Pas le travail d'ici qui m'intéresse. Économiquement, ça ne va pas chez nous ici. Donc, on veut que Chirac nous aide. C'est le paradoxe africain. La France reste très attendue, mais son discours se veut plus modeste. Jacques Chirac salue la réélection pourtant contestée du Gabonais Bongo, le symbole de la France-Afrique. Mais c'est la présidente du Libéria, première femme élue à ce poste en Afrique, qui est acclamée. Et surprise, à l'issue de la conférence, c'est la crise des banlieues françaises qui concentre les questions. Nous avons laissé se développer depuis longtemps un certain nombre de quartiers que nous n'avons pas contrôlés, en réalité, et où les misères se sont accumulées. Jacques Chirac a nié le lien entre la crise des banlieues et la polygamie, ce qui a rassuré ses interlocuteurs africains. Mais la France, qui se veut toujours l'avocat de l'Afrique, a découvert ce week-end qu'elle était aussi le sujet de bien d'interrogations inquiètes de la part des Africains. On l'a dit lors de cette conférence de presse, Jacques Chirac a en quelque sorte recadré le débat, précisant qu'il n'y avait donc aucun lien entre la violence dans les banlieues en France et la polygamie que certains politiques français de la majorité avaient stigmatisée comme facteur de violence. Jacques Cardoz. Un mari, 2 femmes, 17 enfants, la polygamie est bien une réalité en France. Ça c'est mon garçon, c'est Ibrahim, c'est 8 ans. Ça c'est garçon première femme. On estime à environ 30 000 le nombre d'enfants de familles polygames en France. Jusqu'à présent, personne n'a jamais prouvé que ces enfants devenaient plus violents que les autres. Interpellé sur le sujet à Bamako aujourd'hui, le chef de l'État a coupé court à cette hypothèse. Non, je n'estime pas qu'il y ait un lien entre la crise que nous avons connue récemment dans les banlieues en France et la polygamie. Ceci étant, je rappelle que la polygamie est interdite en France. La polémique était née de Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, très vite relayé dans les rangs de l'UMP. Pour plusieurs parlementaires, il y a un lien entre violence des jeunes et polygamie. Lorsqu'il y a plusieurs dizaines d'enfants, plusieurs mères dans des appartements qui ne sont pas construits, bâtis pour accueillir autant de monde, il y a, par rapport à une société normée comme la société française, des difficultés à apporter une bonne éducation, un bon cadre pour apprendre et pour finalement s'intégrer. Certains maires de villes confrontés au problème vont même plus loin. Ils expliquent la violence d'enfants de familles polygames par la perte de repères. L'autorité parentale, notamment l'image du père, se dégrade. Parce que dans leur esprit, celui qui a fait que le statut de leur mère a été dévalorisé, je pense que ça se traduit dans l'idée de l'enfant par une dévalorisation de son propre statut, et je pense qu'il y a une violence qui apparaît. Des propos qui avaient beaucoup choqué à gauche et à l'UDF. Quant à Dominique de Villepin, il a rappelé mardi qu'il fallait être en mesure de faire respecter la loi en la matière.
Justice avec l'ouverture demain du procès de cet islamiste français, Lionel Dumont, parti combattre au nom de l'islam en Bosnie. Il comparaît également pour une tentative d'attentat à la voiture piégée à Lille et sa participation présumée au sein du gang de Roubaix avec des braquages avec armes de guerre. Le rappel de l'affaire, Dominique Verdeyer. Itinéraire islamiste et judiciaire de Lionel Dumont, le voici déjà face à ses juges en juillet 97. Il comparait alors en Bosnie pour plusieurs braquages. J'ai eu mon baccalauréat et j'ai passé une année en université que je n'ai pas terminée. Converti à l'islam en 91, Lionel Dumont avait rejoint les Moudjahidines de l'armée bosniaque en 94. Interviewé dans sa cellule, il se présente d'abord comme un musulman. Je suis français mais je suis musulman. J'ai appris que j'avais un Dieu et que j'aurais des comptes à rendre et qu'il nous avait accordé un prophète, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on avait un chemin à suivre, quoi. Condamné à 20 ans en Bosnie, il s'évade. Pendant 4 ans, on perd sa trace. Malaisie, Japon, Allemagne, jusqu'à son arrestation en décembre 2003. Demain, Lionel Dumont répond de faits datant du début 96. Des braquages contre des supermarchés, un fourgon de transport de fonds, braquages perpétrés par une dizaine d'hommes, le gang de Roubaix, en partie décimé lors d'une intervention du RAID. Alors qui est Lionel Dumont? Un braqueur islamiste ou un terroriste en quête de financement? Son avocat redoute les amalgames vu le climat actuel. Je ne voudrais pas que le climat actuel pèse sur le procès et qu'on mélange les faits objectifs qu'on lui reproche avec des soupçons d'appartenir à une mouvance qui n'ont donné lieu jusqu'à présent à aucune investigation contre lui, puisqu'il n'a pas été mis en examen ni même interrogé par la police. Lionel Dumont est jugé par un jury populaire et non par une cour d'assises spéciale. Âgé de 34 ans, il encourt la prison à vie. 2 mois après le terrible tremblement de terre qui a secoué les montagnes du Pakistan, ce sont des dizaines de milliers de rescapés qui vont devoir affronter l'hiver himalayen. Imaginez que des familles entières n'ont rien ou presque pour se protéger du froid alors que les températures chutent chaque jour davantage. De simples tentes dans le meilleur des cas et puis des villageois qui reçoivent tout juste une aide de fortune alors que la neige va les isoler pendant plusieurs mois. La communauté internationale semble faire la sourde oreille à ce désastre dans le désastre. Laurent Boussier. Tout faire pour éviter un deuxième drame. Tout faire pour fournir aux centaines de milliers de sans-abri qui se trouvent encore dans les montagnes du Cachemire de quoi se nourrir, mais surtout de quoi affronter les terribles rigueurs de l'hiver himalayen. Nous nous concentrons sur les hauts plateaux et les montagnes, là où les gens veulent rester. On essaie de leur fournir des abris pour qu'ils puissent passer l'hiver, et puis on essaie aussi de stabiliser la situation ici, dans les vallées. Alors que les premières neiges ont déjà fait leur apparition, des centaines de camps comme celui-là ont été installés. Mais la plupart de ces tentes, de ces abris, ne sont pas adaptés au très grand froid. D'où cette priorité, fournir aux rescapés des systèmes de chauffage sécurisés. C'est ici que tu vis? Oui, oui, c'est ici. Combien de personnes vivent ici? 10 personnes. Nous vivons dans des tentes. Il y fait très froid et les enfants tombent de plus en plus malades. Mon bébé est très malade. Et moi, je suis de plus en plus en colère. Véritable cheval de bataille de cette course entre le froid et l'aide humanitaire, l'hélicoptère. Ceux de l'armée pakistanaise ou ceux de l'armée américaine venus de l'Afghanistan voisin. Des milliers de rotations qui acheminent de l'aide et évacuent les blessés. Mais le compte n'y est pas. Sur les 550 millions de dollars demandés par les Nations Unies, il en manque plus de la moitié. Alors, à l'hôpital de fortune de Muzaffarabad, au moins 3 personnes sont déjà mortes de froid. Au Canada, en marge de la conférence de l'ONU sur le climat, plusieurs milliers de manifestants écologistes ont défilé hier soir à Montréal. Une ambiance festive, des allures de carnaval malgré le froid. Une manifestation pour dire que le temps presse et qu'il faut tout faire pour enrayer les effets du réchauffement climatique. Parmi les gouvernants qui ont soutenu le protocole de Kyoto, en bonne place, il y a Tony Blair qui s'est engagé à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. Pour la Grande-Bretagne, en effet, il est urgent de trouver de nouvelles énergies, d'autant que ça menuise ses ressources pétrolières et gazières en mer du Nord. Voyez l'exemple de ces fermes à éoliennes en pleine mer. Reportage Maryse Burgot, Dominique Marotel au Pays de Galles. Une forêt d'éoliennes à 7 km des côtes du Pays de Galles et des pales gigantesques pour accrocher le vent, quelle que soit la météo. Un site auquel nous accédons par bateau
avec les ingénieurs chargés de la maintenance. Ce jour-là, la mer est très mauvaise, impossible d'approcher les pylônes. Entretenir des éoliennes en pleine mer n'est pas une mince affaire. Bien sûr, cela coûte cher de construire une ferme éolienne comme celle-là. Mais ici en mer, les vents sont plus forts, plus constants. La production électrique de ce site sera donc aussi bonne, sinon meilleure que si les éoliennes étaient sur terre. L'électricité produite est acheminée vers le réseau national par un câble sous-marin. 50 000 foyers sont approvisionnés grâce à cette source d'énergie. Les éoliennes sont bien sûr visibles de la plage, mais elles ne semblent pas déranger les habitants de cette côte, fréquentée l'été par les touristes. Au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais après, je me suis habitué. D'ailleurs, j'y pense même plus. Tout ce qui permet de rejeter moins de gaz à effet de serre, moi je suis pour. Pour assurer son autosuffisance énergétique, le gouvernement britannique a beaucoup misé ces dernières années sur ses éoliennes offshore. Mais cela ne suffit pas. Aux grandes dames des écologistes, Tony Blair vient donc d'annoncer qu'il envisage de construire de nouvelles centrales nucléaires. Le littoral du Royaume-Uni est soumis à des vents quasi permanents. En fait, ce pays bénéficie de 40% des vents de toute l'Union européenne. Le nombre de ces fermes éoliennes en pleine mer va donc se multiplier dans les prochaines années. Le réchauffement climatique qui affecte en premier lieu les oiseaux, leur migration offre de précieuses indications des bouleversements à venir sur la planète. Reportage dans le parc du Mercanteur en baie de Somme, Agnès Monteux, Guillaume Viard. Dans le parc du Mercanteur, ça y est, l'hiver est arrivé, avec comme chaque année un peu plus de retard. Du coup, les spécialistes l'ont observé, depuis 10 ans, les migrateurs suivent le mouvement. Si on prend le cas des oies cendrées, les passages traditionnels d'oies cendrées se faisaient en octobre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est de plus en plus en novembre, voire même début décembre. Il y a des changements au niveau des cigognes aussi, puisque avant, les cigognes blanches passaient l'hiver traditionnellement en Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cigognes qui hivernent dans le sud de l'Espagne, et même aujourd'hui en France. Il y a ceux que l'on voit de moins en moins, comme ces cygnes siffleurs qui restent plus au nord pour l'hiver, ou ce garrot à œil d'or. Et il y a les nouveaux locataires, ceux qui restaient avant en Afrique, comme cette spatule, ou ce héron garde-bœuf. Sur cet étang, les ornithologues comptent surtout des milliers de canards souchets. Il y a 10 ans, ils n'en voyaient aucun. Les mares étaient beaucoup plus gelées, ces canards ne pouvaient pas survivre. Il s'appelle le canard cuillère, il a un bec en forme de cuillère, il ne peut pas casser la glace avec son bec, donc il ne peut plus accéder au plancton. Un changement de plus cette année, de nombreuses invasions. Ces mésanges, par exemple, viennent de Sibérie. Grâce à un travail précis de suivi et de bagage, les ornithologues savent qu'elles n'ont jamais été aussi nombreuses. Avec le réchauffement planétaire, peut-être que leur nourriture ne se développe plus, donc ils partent ailleurs chercher une autre source de nourriture qui pourrait leur convenir. Donc on a des mouvements qui sont un peu désordonnés. Les scientifiques estiment qu'un tiers des espèces d'oiseaux auraient du mal à s'adapter au changement climatique. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne viendront plus dans ce petit havre de paix. Avec le réchauffement, le parc sera submergé par la mer. Cette image est rarissime, elle nous vient du ciel et elle a surpris, comme vous allez l'être, cette famille de Nouvelle-Zélande qui a vu apparaître une météorite qui a traversé la nuit. Après son passage qui a été observé à des centaines de kilomètres alentour, a été ressenti un coup de tonnerre. D'après les spécialistes, la météorite ne devait pas être plus grosse qu'une balle de basket. En France comme ailleurs, on entre dans la période des fêtes, l'occasion de faire ses achats de Noël et même le dimanche, puisqu'un certain nombre de magasins ont le droit d'ouvrir leurs portes. La chasse aux cadeaux, Martin Gouès, David Fossard. C'est parti. Paquet cadeaux, lèche-vitrine. Avec un peu de retard, les achats de Noël ont enfin commencé et les idées sont très précises sur ce que l'on veut. J'aimerais bien des Lego. Pourquoi ? Parce que pour les construire, parce que avec papa, un MP3 et des jeux PC. Des vêtements, des bijoux, des choses comme ça, des bijoux fantaisie. Ce week-end, c'était les premières vraies courses de Noël. Dans cette grande surface de la région bordelaise, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 20 à 30% aujourd'hui. Le reste du temps, j'ai pas le temps, tout simplement. Alors je préfère choisir le dimanche, c'est une occasion très agréable.
Mais attention, cette année, on comptera un peu plus malgré l'envie de faire la fête. Les Français vont plus surveiller leur porte-monnaie. Si on est nombreux, on va essayer de se regrouper pour offrir un beau cadeau, sinon ce sont des petits cadeaux. On fait plus des cadeaux énormes, quoi. Seuls les jouets devraient échapper aux restrictions. Avec les classiques poupées pour les filles et les jeux de construction pour les garçons, les cadeaux entre adultes devraient être plus modestes. Ça a démarré ce week-end. On l'a senti hier après-midi, samedi. Ils arrivent avec des listes et nous demandent est-ce que vous avez ceci ou cela. Et vous avez tout ? Bien sûr. Encore 3 week-ends avant Noël, la plupart des magasins seront ouverts tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt d'un quart de point décidée cette semaine par la Banque centrale européenne ne devrait pas avoir de vraies répercussions sur le marché de l'immobilier. Le niveau historiquement bas des prêts s'achève, c'est vrai. Voyons quelles sont les conséquences pour les éventuels acheteurs. Séverine Lebrun, Alain Locaccio. Il a décidé de sauter le pas. À 36 ans, Pascal Dahan aimerait devenir propriétaire. Aujourd'hui, il se renseigne sur les conditions d'un crédit et tout de suite, sa conseillère le met en garde. Les taux ont prévu de pas mal remonter. Des crédits en hausse de 0,25% en moyenne pour suivre les nouveaux taux directeurs de la Banque centrale européenne. Pascal espère que cette nouvelle donne servira d'argument pour faire baisser les prix. Je pense que ça va plutôt jouer sur les vendeurs qui vont devoir être un petit peu plus raisonnables et peut-être être OK pour lâcher 10 ou 15 000 euros dans une négociation. Car les crédits vont désormais coûter plus cher. Pour un emprunt de 100 000 euros sur 15 ans, il faudra débourser 2 250 euros de plus. Pour un emprunt de 340 000 euros sur 25 ans, ce sera 14 400 euros de plus. Malgré tout, les professionnels de l'immobilier ne s'alarment pas. Avoisinant les 3,5%, les taux actuels n'ont jamais été aussi bas et surtout, la demande des particuliers n'a jamais été aussi forte. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on ne construit pas assez de logements et on peut estimer que le déficit de logement il est au moins de 200 ou 300 000 logements. La demande reste très forte et donc c'est peu probable qu'une hausse des taux d'intérêt vienne déstabiliser le marché. La hausse des taux aura peut-être le mérite de freiner la flambée des prix de l'immobilier, car en moins de 10 ans, ils ont doublé. Aujourd'hui, seul un Français sur 2 est propriétaire de son logement. Politique française avec d'abord ce sondage dans la perspective des élections présidentielles de 2007 qui donne largement favorite Ségolène Royal, meilleure candidate chez les sympathisants du Parti socialiste. Elle obtient 29% des suffrages alors que loin derrière, Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn, Bernard Kouchner et François Hollande recueillent 13% des intentions de vote. Quant à Laurent Fabius et Martine Aubry, ils sont à 8%. Sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et puis, toujours dans la course à la présidentielle, une confirmation. Arlette Laguiller sera bien candidate de lutte ouvrière, c'est la 6e fois qu'elle se présentera. En revanche, une défection, Noël Mamère, qui renonce à se présenter pour les Verts. Il préfère se consacrer à son rôle de maire et de député. Enfin, toujours dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, invité du grand jury RTL Le Figaro, a précisé son calendrier. Nous l'écoutons. La concurrence, je l'ai dans les veines. Je ne peux pas dire à ma famille politique, avoir de multiples talents, c'est pas un problème, et considérer que je suis incontournable. Non, si je veux être candidat, il faudra que je le mérite. Et si les autres veulent être candidats, il faudra aussi qu'ils le méritent. Quand faut-il se décider? Écoutez, si on fait le rassemblement de nos adhérents en janvier, on rentrera vraiment dans la discussion à l'automne 2006. Un anniversaire auquel la République est particulièrement attachée. Nous fêtons le 100e anniversaire de la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Un documentaire fiction a été tourné à l'Assemblée, une manière de rendre plus accessible un moment clé de notre histoire. Daniel Wolfram, Frédéric Basile. 1 sur 4 secondes. Une première à l'Assemblée nationale. La séance est ouverte. Le film est entièrement tourné à l'intérieur de l'hémicycle. Nous sommes en 1905, le président de l'époque s'appelle Paul Doumer. Portant séparation des églises et de l'État. Il officie sous l'œil du président d'aujourd'hui, venu en visiteur. Très bien. La loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. Des mois de controverses, 48 séances, 1500 pages conservées aux archives de l'Assemblée, comme tous les autres débats parlementaires depuis la Révolution. On a les derniers mots du rapporteur, Aristide Briand, qui dit à ses adversaires, en tout cas, vous n'aurez plus le droit, demain, d'aller dire aux paysans, aux catholiques de France, que la majorité républicaine de cette Chambre s'est montrée à votre égard persécutrice et tyrannique,
car elle vous aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement vos consciences pouvaient exiger, la justice et la liberté. La loi votée ce 3 juillet 1905 sera promulguée le 9 décembre. Son rapporteur, le député socialiste Aristide Briand, a réussi. Il a rallié une majorité allant du centre à l'extrême gauche. La droite cléricale est battue. Un homme d'État est né, il sera 25 fois ministre et devra sa victoire à l'appui de cet autre tribun, devenu, lui, un mythe. C'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. On a dit de lui qu'il était panthéiste aussi. C'est-à-dire qu'il empoignait l'univers. Oui, et c'est là où vraiment aller. Il faut accrocher tout ça et puis l'envoyer, quoi. Bon. Étape essentielle de la laïcité, la loi de 1905 doit tenir compte aujourd'hui d'une religion inexistante dans les débats de l'époque, l'islam. Éducation toujours, c'est demain que commencent un peu partout les conseils de classe de ce premier trimestre. Comme le veut le système, les élèves sont représentés partout par 2 délégués de classe, un rôle parfois bien délicat. Julia Delage, Frédéric Basile. Mila, 3e 4. Émilie, 4e 2. Rania, 4e 1. Mais aussi Irma, Florent ou Mathieu. À partir de demain, ces délégués participeront au premier conseil de classe de l'année. Représenter, défendre, aider ses camarades, pas facile quand on a 14 ans. T'appréhendes un peu le conseil de classe? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas, la réaction des professeurs. Comment surtout que la classe, il y a des problèmes. On n'a pas trop le droit à la parole. Parce qu'en général, c'est lui qui a raison. Alors dans ce collège du Val-de-Marne, les délégués sont formés. Ateliers sur leurs droits et devoirs, mais surtout mise en situation. Par exemple, prof de mathématiques. Irma est la principale, Assina la prof de maths. Avec 7 de moyenne. Même le ton y est, on s'y croirait. De 5. Ensemble, très moyen, décevant. En gros, ça veut dire... Désignés délégués pour cet exercice, Ramzi et Djouvé argumentent. Il vient d'un pays étranger et en fait, en anglais et en espagnol, il a des bonnes notes et moi je l'encourage. Je sais pas, je suis peut-être pas prof, mais moi je trouve qu'il a une bonne accent en anglais. Je sais pas, vous l'avez pas dit, mais moi je trouve. Fin de l'exercice, analyse et critique. Il a dit, moi je trouve qu'il a un bon accent en anglais. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une intervention judicieuse? Objectif, mettre en confiance des élèves conscients de leurs responsabilités, mais souvent impressionnés par les adultes. Délégué, c'est comme un métier, on peut dire. Parce qu'on a un rôle. Voilà, on a un rôle. L'équipe enseignante va pouvoir s'appuyer sur ces délégués élèves pour, elle aussi, construire des projets ou bien faire passer des messages. La formation de délégués s'étale sur 3 séances. 3 séances pour aborder le conseil de classe avec sérénité. Le sujet fait polémique et ça pourrait peut-être chauffer demain à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi voudrait permettre aux stations de sport d'hiver de faire payer la pratique de la raquette, un sport qu'affectionnent plusieurs centaines de milliers d'adeptes, une activité jusque-là gratuite. Benoît Gadret, Éric Jacquin. Il a beaucoup neigé ce week-end dans les Alpes. Pas de quoi toutefois dissuader ces amateurs de raquettes. La raquette, une activité en plein essor et jusqu'à ce jour gratuite, mais les choses pourraient changer. À la FECLA, par exemple, premier site nordique de France, les raquettistes pourraient, comme les fondeurs, mettre la main à la poche. 2 € par jour et par personne. Raison invoquée par la station, le coût à la hausse de cette activité. Il faut qu'on fasse un entretien, il faut aussi qu'on sécurise, parce qu'on a des gens qui se perdent le soir, il faut aller les chercher. Donc ça également, ça génère des coûts. Et puis ensuite, tout ce qui est service, c'est-à-dire les parkings, les sanitaires, l'accueil, les plans. La loi, si elle est votée, prévoit la possibilité pour les stations de faire payer, à condition que les sentiers soient balisés et sommairement damés. Émilie Sadou est accompagnatrice en montagne. Pour elle, l'entretien des sentiers ne justifie pas le paiement d'un forfait. Le libre accès à la montagne est très important. Il est gratuit en été quand on pratique des chemins balisés en été. Pourquoi? Parce qu'on instaure une loi, il va falloir faire payer en hiver. Même opposition chez TSL, leader mondial de la raquette. Avec 120 000 paires vendues chaque année en France, ce produit est devenu le 2e marché des sports d'hiver après le ski alpin.
La raquette séduit car sa pratique est à la portée de tous. La gratuité est un élément important. Il y avait l'écologie, le retour à la nature, la facilité, le non-apprentissage et la gratuité. Donc si on enlève un des éléments prépondérants de l'activité, je crains vraiment que l'activité diminue d'une manière très sensible. Pour les amateurs de grands espaces, loin des sentiers balisés, la raquette restera toujours gratuite. Mais cette pratique moins encadrée nécessite de la prudence. Dans moins de 3 mois, les Jeux Olympiques de Turin et une des meilleures chances de médaille avec le champion du monde de ski de fond, Vincent Vitoz. Ce serait une grande première puisque la France n'a jamais brillé dans cette discipline aux Jeux Olympiques. Nathalie Doringsin et Patrice Bougère. Voilà un temps à ne pas mettre le nez dehors. Le vent balaye le plateau du Vercors, mais il en faudrait plus à Vincent Vitoz pour annuler sa séance d'entraînement. 40 km de glisse sur les pistes d'Autran, 2 heures d'effort au petit matin pour bien commencer la journée. Vincent est une célébrité. Vitoz est au fond français ce que Zidane est au football. Je vous souhaite, je vous dis merde pour les Jeux Olympiques. Merci. Les Jeux Olympiques, ils ont tous ce mot à la bouche. Turin, c'est dans 2 mois, mais pour le meilleur skieur français, cet objectif occupe déjà toutes ses pensées, toutes ses journées. Je profite aussi d'avoir un break de 15 jours au niveau des compétitions pour retravailler le foncier, pour vraiment maintenir la forme jusqu'au jeu et jusqu'au mois de février. La vie de Vincent Vitoz a basculé en février dernier. Contrôlé positif, il est d'abord accusé de dopage, puis blanchi, grâce à la contre-expertise. 10 jours plus tard, le Français prend sa revanche en devenant champion du monde. J'ai vraiment tourné la page grâce à cette médaille d'or et donc c'est vrai que l'injustice, je l'ai connue, c'est quelque chose qui est très très difficile à vivre, mais elle m'a pas non plus ruiné, quoi. J'ai eu la chance de rebondir rapidement. Le secret de sa réussite se cache dans sa cuisine. Pâtes, endives et choux à la vapeur, saupoudrés de levure de bière. Un titre olympique vaut bien quelques sacrifices alimentaires. Je dirais que d'aller dans des fast-foods, ça m'intéresse pas et je trouve pas du tout mon bonheur. Par contre, c'est sûr que si j'ai envie de me faire un extra, j'irai plutôt chercher dans la cuisine savoyarde ou dans des bons plateaux de fromage. Pour le petit extra, il va devoir attendre Noël. En attendant, Vincent enchaîne les kilomètres sans sourciller. La première médaille olympique du ski de fond français est peut-être à ce prix. À l'occasion du Salon du Cheval, je vous propose le portrait de ce cascadeur qui a su surmonter son handicap grâce à sa passion de l'équitation. Laurence Dechaire, Frédéric Faure. Les roues de son fauteuil ne l'ont jamais contenté. Alors quand il n'est pas à l'écurie, c'est sur les 4 jambes de son cheval que Bernard passe son temps. 1, 2, 3. Première difficulté quand on est paraplégique, la montée à cheval, qu'il a résolue avec 7 techniques. Et c'est parti. Il y a 10 ans, ce cavalier cascadeur tombe de cheval lors d'un tournage de film. Sa moelle épinière est touchée, ses jambes ne répondent plus. Moins d'1 an après, Bernard est de nouveau en selle. Oui, doucement. Oui. J'avais pas le choix. Ou je restais en fauteuil toute ma vie, si vous voulez, et j'étais sur des roulettes en permanence, ou à cheval, je peux évoluer dans 800 mètres carrés ou 1200 mètres carrés. Au départ, il y a eu toute la joie de pouvoir recommencer. Et il y avait ce côté un peu, bon voilà, il est handicapé à monter à cheval, tout le monde est content. Et puis après, il y a eu la réalité équestre, l'exigence équestre et les impossibilités. Et c'était ça la plus longue bataille. J'ai remplacé mes jambes par des réflexes de respiration, par des mises en place abdominales. Et j'ai remplacé mes jambes par d'autres parties de mon corps. Allez, pousse derrière, voilà. Aujourd'hui, c'est Agnès, sa femme, qui tient la longe. Et Bernard continue à dresser les chevaux. Pour elle, Bernard ne fait plus qu'un avec l'animal. Son but, c'était d'avoir un cheval brillant et qu'on oublie qu'il y avait un cavalier dessus. Donc c'est vraiment le mythe du centaure. Et en fait, lui, c'était vraiment ce qu'il disait tout le temps. Alors j'ai dit, bon, bah ça y est, tu l'es. Fallait pas le demander. Et puis voilà, qu'en fait, c'était une plaisanterie entre nous après son accident. Sur son histoire, ce cavalier hors pair a écrit un livre. Objectif, partager son amour pour l'animal qui, comme il le dit, lui a tout pris et tout donné à la fois. Cinéma avec La vie est à nous, une histoire de femme dans un petit village de Savoie avec Josiane Balasco, Sylvie Testué et Eric Cantona, un film intimiste signé par le réalisateur de Taxi. Marie-Hélène Bonneau, Régis Maté. 06 79 48.
Quand Blanche perd son mari, Louise, sa fille, lui offre un portable pour qu'elle puisse l'appeler tant elle a du chagrin. Ça dit, votre correspondante peut être jointe et est en voyage. Nous transmettons votre message à une messagerie vocale. L'histoire se déroule dans un petit village avec 2 cafés face à face. À l'étape, Louise et Blanche recueillent des enfants de la DAS. Pas de scène d'action, pas d'héroïsme, seulement des femmes qui débordent de tendresse. L'arme de ces femmes qui sont courageuses et qui tiennent ces 2 cafés, c'est l'amour. C'est vraiment par ça qu'elles règlent les choses. Ça y est, t'es devenue comme la puce. Tu suis les gens sans t'occuper de ceux qui restent. Et si pendant ce temps-là, je meurs? On dit pas des choses pareilles, t'es en pleine forme, regarde les tartines d'oreillettes que tu manges le matin. Pour jouer Blanche, Josiane Balasco a accepté de se vieillir. L'important, c'est la sincérité du personnage. Moi, je me fous de l'allure que peut avoir un personnage à partir du moment où il est touchant ou du moins il a quelque chose à raconter. C'est quoi ce cirque? Un jour, les routiers viennent bloquer la nationale. Le village est en effervescence. Le leader du mouvement va troubler Louise parce que si elle a un cœur gros comme ça pour les autres, elle a un terrible besoin d'amour. Vous allez emmerder le monde longtemps avec vos camions? Tant qu'il faudra. On n'a rien à perdre, on ira jusqu'au bout. Quand arrive Eric Cantona, eh ben, elle ne peut plus rien dire. Tout à coup, elle est un peu mise à nu, quoi. Ça vous dérange pas qu'on échange les verres? J'aime bien me poser mes lèvres là où une femme a bu. La vie est à nous est l'histoire de gens qui ne font jamais la une des journaux. Un film sur la générosité et la fraternité, loin de la fureur du monde et de sa violence. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h50 entre Chien et Loup avec Richard Berry, minuit 25 le dernier journal Jean-Claude Renaud, 13h de Maëlys Lucet, 20h David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.